Et je demande à Alain Bernard de venir. J'avais demandé à Alain Bernard s'il acceptait de nous traiter les différentes méthodes d'évaluation des nouvelles technologies en chirurgie, parce que là aussi, on le remarque dans les séances de l'Académie, quand des nouvelles techniques apparaissent, on se pose toujours le problème de la validation de ces nouvelles technologies. Je vois Yves Chapuis sourit. Et je pense que c'était important d'avoir quelqu'un qui nous parle un peu sur le plan méthodologique de nos possibilités, parce que là encore, vis-à-vis du public, vis-à-vis des médias, on doit être parfaitement clair sur l'évaluation des DMI, des technologies nouvelles. Donc merci Alain Bernard. Merci Monsieur le Président, chers collègues, de m'inviter concernant effectivement, on va vous parler de méthodologie, je vais essayer d'être assez simple. Si c'est un peu compliqué, vous me le direz. Hein, voilà. Donc effectivement, tous les chirurgiens sont confrontés à des nouvelles technologies au quotidien. Alors, quand on peut dire, j'ai employé le terme peut-être un peu fort, de pression. En effet, il y a des pressions commerciales. Hein. On est sollicité par l'industrie pour vous vanter les mérites de ce nouveau dispositif, ou cette nouvelle technologie. Il y a des concurrences entre les structures. Vous savez très bien qu'on a un système en France encore actuellement très concurrentiel, et la clinique, l'établissement d'en face a pu obtenir cette technologie nouvelle, donc je veux l'obtenir. Et puis malheureusement, et ça pour moi c'est assez dommage, c'est la médiatisation dans le grand public. Une équipe fait une prouesse chirurgicale dans un coin et tout de suite, le 20h, dans les grands médias. Bon, c'est bien d'informer, mais moi je trouve ça quelque part un peu dangereux. Et vous allez voir pourquoi. En fait, tout praticien, je fais peut-être un lieu commun, sûrement, mais je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler. Lorsqu'on développe, lorsqu'on est confronté à une nouvelle technologie, on devrait se poser deux questions. Est-ce que cette nouvelle technologie et cette nouvelle technique fait mieux que la technique de référence que je connais, que j'utilise au quotidien? Et puis, parce que là aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas là pour manipuler un beau joujou technologique ultra moderne, mais on est là quand même se dire, est-ce que ça va véritablement améliorer la santé des patients? Je vais mieux traiter mes patients. Voilà ces questions. Alors comment? Alors, je m'en excuse auprès de mes amis urologues, je n'ai aucun jugement de valeur, j'ai beaucoup de respect pour les urologues, bien au contraire, mais simplement, j'ai vu dans une agence APM, concernant la robotique, il n'y a pas longtemps, qui était très bien faite, hein, c'était le journaliste qui rapportait les propos, il y a une réunion là-dessus, 41% des procédés par robot sont faites par robot en France. Et très clairement dit dans le document qu'il n'y avait aucune étude contrôlée, randomisée, il y avait simplement des études rétrospectives. Donc la question qui était posée, et la personne interrogée le disait très clairement et honnêtement, il y a un avantage potentiel pour les patients, peut-être sur les troubles sexuels, l'incontinence, etc., mais on n'a pas la démonstration formelle. Donc actuellement, il est évident, la technique est tellement diffusée qu'on ne pourra plus faire d'essais contrôlés randomisés. C'est terminé, trop tard. Mais simplement, du coup, la conséquence de cela, elle n'est pas neutre, puisque on n'a pas une démonstration solide du bénéfice. Maintenant, on le voit très bien dans ce document, que se pose le problème du financement de cette technique, qui est onéreuse, qui coûte. Hein. Que fait-on? Et actuellement, on voit très bien que si on veut évaluer, si les pouvoirs publics s'en emparent, ils vont être très réticents, étant donné le niveau de démonstration pour les patients. Vous voyez les conséquences maintenant, elles sont quand même là. Hein. Donc, c'est quand même pas neutre de ne pas vouloir, à un moment donné, faire peut-être les bonnes études. Alors, je reviens à la question que j'avais posée. Cette nouvelle technologie fait-elle mieux? Comment le démontrer? Eh bien, c'est vrai que c'est peut-être un gros mot, mais je pense qu'il faut, là aussi, lever ce tabou. Hein. Il faut d'abord le comparer à la technique de référence. Alors, je sais bien qu'on peut nous dire, il y a 30 ou 40 ans, on n'a pas fait d'essais contrôlés randomisés, etc., pour certaines interventions. Mais les patients, il n'y avait pas de traitement. Les malades mouraient. Donc, à ce moment-là, on était dans une autre logique. Maintenant, pour plein de traitements, et il y en a peu finalement où on n'a pas une technique de référence, où on n'a pas un traitement, soit chirurgical ou médical. Voilà. Donc on est quand même toujours obligé de se positionner par rapport à cette thérapeutique de référence. Donc la façon d'être le plus, je dirais, solide en termes de démonstration, c'est l'essai contrôlé randomisé en groupe parallèle, hein, qui permet d'avoir deux groupes de patients le plus comparables possible. Alors vous voyez, cette pyramide, bon, c'est vrai vous la connaissez tous, mais j'aime bien la rappeler parce que pourquoi? L'intérêt, c'est d'avoir des études le moins biaisées possible. Et c'est l'essai contrôlé qui pourrait éviter cela.
C'est quoi le biais? C'est-à-dire que les différences que vous observez entre deux traitements, le nouveau et la référence, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle soit due au traitement ou à d'autres facteurs qu'on n'a pas maîtrisés, qu'on n'a pas contrôlés? C'est pour ça que les autres études, malheureusement, elles sont biaisées. Alors voilà, donc c'est l'idéal, vous voyez, quand vous avez deux groupes, il y a la seule chose qui devrait changer entre les deux groupes de patients, c'est le traitement A et le traitement B. C'est que comme ça qu'on pourrait, si on arrive à atteindre cela, démontrer en termes de causalité que le traitement A, par exemple, est supérieur au traitement B. J'ai vu dans la littérature récemment, bon c'est la cardiologie, hein, je m'en excuse, donc là aussi vous voyez, je n'ai pas de parti pris, mais ils ont fait une revue de la littérature, ils ont comparé des études observationnelles avec score de propension et les essais contrôlés. Et ils ont appareillé pour certaines thérapeutiques. Alors, il y a des thérapeutiques invasives, il y a des thérapeutiques médicales. Mais si on regarde bien, simplement c'est ça. Vous avez en rouge les études observationnelles avec des scores de propension, et enfin pas en noir, en losange, ce sont les essais contrôlés randomisés. Et on s'aperçoit que globalement, les essais contrôlés randomisés sont beaucoup moins en quantité d'effets, beaucoup moins importante, et que surtout, sur 10 essais, il y en a un seul qui est positif, alors qu'à l'inverse, il y avait 9 études observationnelles qui sont positives. Ça veut dire quoi? Alors c'est vrai qu'on peut voir sur voie latérale de confiance qu'il manquait peut-être de la puissance dans les essais contrôlés randomisés, c'est possible. Mais toujours est-il qu'on voit quand même que vraisemblablement que cette différence observée dans les essais observationnels, n'est peut-être pas forcément due au traitement, mais elle est due à des facteurs de confusion qui n'ont pas été maîtrisés et qui induisent l'efficacité, la supériorité d'une technique par rapport à une autre. Voilà. Mais, vous le savez bien, et le domaine de la chirurgie et tout ce qui est non médicamenteux, il y a des limites, c'est contrôle conventionnel, il y a des limites. L'évolution de la technologie, c'est vrai qu'une technologie, quand on la prend au début et lorsqu'elle évolue, ou un dispositif, peu importe, il y a des évolutions technologiques qui font que ça peut influencer le résultat de l'essai. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Souvent, on s'intéresse à des populations de patients assez faibles. Hein. C'est vrai que quand vous faites un essai en médicamenteux, vous avez des fois des milliers de patients, des centaines de milliers, voire des millions. Là, des fois, on s'intéresse à 10 000, 20 000 patients. Donc vous voyez, ça peut aussi poser des problèmes en termes d'essai. Et puis, que le patient accepte cet essai. Dans un cas, c'est vrai que si on lui vante, je vais vous faire une grande incision, et puis d'un côté, je vais vous faire une petite incision où on va avoir uniquement des orifices, c'est sûr que c'est difficile à faire accepter que le patient accepte de participer à l'essai. L'autre élément, effectivement, si dans les grands médias, on a diffusé un appareil à technique, etc., il dira oui, je veux bien participer à votre essai, mais à condition que j'ai la technique que j'ai vue à la télévision hier soir aux 20h. Voilà. Donc, vous voyez, après, on a beaucoup de mal à faire adhérer les patients. Et puis aussi, les chirurgiens, les médecins, quand ils maîtrisent une technique, il va falloir qu'ils aient une courbe d'apprentissage pour apprendre une autre technique ou se remettre à une ancienne technique. On aura, les chirurgiens ou les médecins risquent de refuser de passer. Et ça pose les limites des essais contrôlés randomisés conventionnels. Et puis l'aveugle. Alors c'est vrai que le double aveugle, en chirurgie ou en interventionnel, c'est quand même difficile, c'est voire impossible. Et donc tout ça fait qu'il y a des limites. Mais comment essayer de pouvoir améliorer, proposer des outils pour essayer de répondre à ces questions. D'abord, commençons par l'évaluation en insu du traitement. Eh bien, il est possible, et c'est vrai que c'est des contraintes dans les essais supplémentaires. Par exemple, quand vous avez surtout un critère de jugement qui est assez subjectif, tel que la douleur, etc., vous avez tout intérêt à ce que la personne qui recueille ce critère soit totalement indépendante de l'équipe qui pratique et qui implante. Et ça, c'est possible. Alors, c'est vrai que c'est plus lourd en termes de logistique, mais c'est possible. L'autre chose, il y a des méthodes centralisées, notamment la radiologie, c'est connu, les plaies aussi, si on veut comparer à des cicatrisations, là aussi, on peut toujours utiliser ces méthodes. Et puis, la troisième méthode, même lorsqu'on s'adresse à des critères forts comme la mortalité, etc., il faut mettre en place, surtout dans des essais, là aussi, je suis tout à fait d'accord, c'est une contrainte, des comités d'adjudication qui sont indépendants. C'est-à-dire que régulièrement, ils reçoivent le dossier du patient anonymisé, sans connaître le traitement, et ils valident la morbidité ou la mortalité. Voilà, donc c'est vrai que ça alourdit, mais on a des moyens d'éviter ce biais de mesure qui est à cause de l'absence du double aveugle. Alors maintenant, il existe d'autres plans expérimentaux que les essais randomisés en parallèle. Alors je vous en ai cité un certain nombre, alors c'est peut-être un peu compliqué, je m'en excuse, mais bon, je vais essayer d'être assez didactique. Il y a une méthode qui s'appelle le plan de Zelen, alors, qui est très peu connue, et je vais vous expliquer comment ça se passe, c'est-à-dire que on informe les patients, comme une étude observationnelle, mais on randomise d'abord le traitement de référence connu ou le traitement qu'on veut tester.
et on ne fera signer le consentement éclairé qu'aux patients qui sont dans le groupe nouveau traitement. Voilà. Alors c'est vrai que ça permet aux patients d'accepter un peu mieux ce genre d'essai, mais il y a des méthodologies qui ont voulu montrer que ça avait de temps en temps un peu de biais de sélection, mais surtout les gens avec qui j'ai discuté, qui ont porté ce genre de projet dans des CPP, ils se sont fait souvent toquer là-dessus, voilà, parce que ça pose un problème. Alors que, si on regarde bien, c'est pas... Voilà, donc ça pose un problème d'éthique, il y a peut-être besoin de faire une information auprès des CPP pour qu'ils puissent être moins rigides là-dessus. Il y a l'autre type d'essai qui s'appelle l'essai basé sur l'expertise. C'est l'équipe, alors on ne randomise pas le patient, on va avoir un traitement, on va au patient, une fois qu'il sera éligible, on va randomiser l'équipe A qui pratique la technique A et l'équipe B qui pratique la technique B. C'est ça qui est randomisé, donc ça évite aux équipes le problème de la courbe d'apprentissage, de la maîtrise de la technique. Donc sur le même site, si on a deux équipes qui possèdent les techniques, eh ben, on randomise le traitement A et le traitement B. Voilà. Mais par contre, on n'est jamais sûr si la technique, après au bout des résultats qu'on a analysés, si la différence observée, elle est due à la nouvelle technique, ou bien si on évalue l'expertise de l'équipe. Et puis il y a les essais adaptatifs. Alors c'est assez compliqué, je vais être rapide là-dessus. On fait des analyses intermédiaires et on modifie le plan expérimental au fil du temps. C'est des contraintes assez lourdes. D'ailleurs, certains ont condamné, c'est parce qu'il y a des biais possibles. L'avantage, c'est que ça permet de minimiser le nombre de patients, d'une part, et d'autre part, surtout quand on a un dispositif ou une technologie où il y a des évolutions technologiques, on peut adapter en fonction de ces évolutions technologiques. Alors voilà un plan de Zelen, comment ça se place. Vous avez les patients éligibles, vous randomisez. Alors ceux qui sont dans le traitement de référence ou reconnu, il n'y a pas de problème. Et puis ceux qui ont la nouvelle technologie, alors on leur demande de signer le consentement éclairé. Voilà. Et là, j'ai trouvé dans la littérature une étude, bon, qui vaut ce qu'il vaut, hein, je ne sais pas le propos. Ils ont randomisé des patients qui devaient avoir une radiofréquence ou une chirurgie dans les petits carcinomes hépatocellulaires. Simplement pour l'équipe, pour le pays dans lequel était fait cet essai, c'est le traitement de référence, c'est la chirurgie. Donc, ils ont fait un plan de Zelen, et la radiofréquence, c'était ceux qui étaient en radiofréquence qui devaient signer le consentement demandé. On s'aperçoit quand même qu'au bout du compte, il y a très peu de patients qui ont refusé, 3 dans le groupe pour radiofréquence, 4 patients. Donc, vous voyez, on a pu quand même avoir une acceptabilité de la part des patients. C'est un exemple. L'essai basé sur l'expertise, vous voyez, très simple. Le patient est éligible, il y a une personne qui vérifie l'éligibilité, et il est randomisé, l'équipe A ou l'équipe B qui lui pratiquera la technique. Voilà un peu, ce sont ces essais basés sur l'expertise. Alors il y a 2 autres types de plans expérimentaux, c'est les essais séquentiels, c'est-à-dire qu'on inclut des patients 2 par 2 ou par petits groupes, on fait une analyse intermédiaire et on regarde si on a atteint un certain seuil, si on n'a pas atteint un seuil, on continue. L'avantage de ces essais, c'est que ça permet de limiter le nombre de patients, mais ça peut avoir moins de puissance pour d'autres critères de jugement. Il faut un seul critère de jugement et un recueil immédiat, hein, c'est qu'on ne peut pas faire du long terme, de la survie, c'est pas possible. Et ça aussi, il y a des contraintes logistiques. Et puis, la dernière, qui n'est pas la mode, c'est pas la mode, c'est peut-être moins connu en France, c'est plus connu aux États-Unis, c'est dans le monde anglo-saxon, c'est les essais bayésiens. Les bayésiens, c'est-à-dire que là aussi, ça combine des données a priori, de la littérature ou avis d'experts, et l'essai en cours. L'avantage, c'est que c'est plus flexible, ça permet de réduire aussi les patients inclus, mais la critique majeure des essais bayésiens, c'est l'information a priori qu'on va mettre. Et selon l'information a priori, on peut changer les résultats. Donc, vous voyez, voilà, ça peut poser problème. Alors voilà, un essai séquentiel, c'est simplement pour vous illustrer sur ce graphique, on met des bornes, des bornes, et dès au fil d'inclusion des essais, des patients, dès qu'on a passé une des bornes, on arrête l'essai, on estime qu'il est significatif. Voilà. Mais il faut que ce critère de jugement soit immédiat, hein, c'est-à-dire que ça peut être la mortalité post-opératoire, ça peut être d'autres, mais un critère de jugement rapide qui se recueille rapidement. Voilà, l'essai bayésien, donc je vous l'ai dit, c'est la combinaison des informations a priori et des données cliniques. C'est plus flexible, l'avantage. Ça permet de réduire le nombre de patients. Récemment, il y a un essai qui a été fait aux États-Unis sur les radiofréquences, qui comparait la radiofréquence dans les fibrillations auriculaires au traitement médical. Et grâce à ces méthodes bayésiennes, ils avaient prévu d'inclure 200 patients. Ils ont pu arrêter à 150 patients parce qu'ils avaient atteint l'efficacité qu'ils souhaitaient. Voilà.
Mais par contre, ce qui est la grosse critique de ces essais bayésiens, c'est le choix de l'information a priori. C'est-à-dire que là, on peut complètement changer si on prend des informations favorables ou défavorables. Vous voyez, donc ça, c'est la critique. D'ailleurs, les méthodologies entre eux se déchirent là-dessus, mais même si c'est plus flexible, il y a des inconvénients à cause des informations a priori. Voilà, en synthèse, si vous, rapidement, alors, vous voyez, vous avez quelques croix, si vous avez, par exemple, un doute sur l'acceptabilité des patients de participer à un essai, il faut essayer de voir si on ne peut pas proposer un plan de zèle. Si les médecins, il y a un problème d'expertise, et puis surtout de courbe d'apprentissage important, on peut essayer de mettre en place sur le même site, on a les spécialités en question, faire un essai basé sur l'expertise. Enfin, si on a une évolution technologique ou des faits de population, des essais adaptatifs, ou faits de population, ou alors si on redoute des événements graves, importants, on peut mettre des essais séquentiels. Et puis les essais bayésiens également, si on a une évolution technologique ou si on a des faits de population, sont aussi également adaptés. Voyons, tout simplement pour vous montrer, on peut quand même avoir une boîte à outils pour répondre à un certain nombre de circonstances et ne pas rester figé sur l'essai contrôlé randomisé en groupe parallèle conventionnel. Voilà. Un petit mot sur l'observationnel. C'est vrai qu'on en utilise, ça peut être intéressant avec les scores de propension qui permettent de neutraliser un certain nombre de facteurs, mais quand même, il faut savoir qu'en termes d'interprétation, elles seront quand même de façon plus limitée que l'essai contrôlé randomisé, notamment sur la démonstration de la supériorité du traitement par rapport au traitement, avec des risques de biais de potentiel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vraiment, si on n'a pas d'autre choix, si on a épuisé toutes les possibilités d'essais contrôlés randomisés classiques, plus ceux dont je vous ai parlé précédemment, on peut utiliser cette méthode, mais il faut être prudent, et notamment lorsqu'on a une technique qui est largement diffusée, qu'on sait très bien qu'on n'aura pas l'adhésion aussi bien des malades que des praticiens d'essai, on peut proposer une étude observationnelle avec score de propension. Alors c'est vrai que là, bon, je vous ai parlé d'un certain nombre de choses, mais à la décharge, pourquoi on a des difficultés d'avoir des essais bien menés, etc. C'est vrai que les démarches administratives des essais cliniques en France, c'est quand même pas simple. Quand vous vous amusez à regarder au moment où vous avez validé votre protocole, que vous avez obtenu des financements et que vous allez pouvoir démarrer l'essai après avoir passé le CPP, l'ANSM, etc., c'est lourd, c'est compliqué. Voir de temps en temps la ville du CNOM, etc., c'est quand même lourd. En France, je pense qu'on aime bien complexifier les choses, et ça, c'est vrai que ça peut décourager. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra se poser sur la question sur simplifier ces démarches administratives pour que les essais démarrent plus vite. Ça, c'est une chose. Je pense qu'aussi, nos jeunes ou les jeunes connaissent mal la recherche clinique. Et c'est vrai que même, on voit très bien dans les jeunes qu'on encadre, qui sont en train d'être formés pour des carrières voire universitaires, on les fait travailler dans des laboratoires, etc. Mais la recherche clinique, ils connaissent très mal ou très peu. Et ça, on peut le regretter, parce que je pense que la recherche clinique, être capable de comprendre qu'il faut des essais pour des nouvelles technologies, ou les techniques transactionnelles, je pense que c'est important. Et c'est un véritable enjeu. Je pense que, à mon avis, on ne forme pas assez les jeunes là-dessus. Et l'aide méthodologique, là aussi, les équipes chirurgicales, elles n'ont pas l'expertise, elles n'ont pas le temps de rédiger un protocole, etc. C'est une lourdeur. Et il faut qu'ils soient accompagnés par les structures de recherche. Et peut-être que, malheureusement, ça manque. Ça manque. À titre indicatif, nous avons élaboré donc un guide méthodologique à la chaise qui est en ligne. Et là, actuellement, on est en cours de publication, un article qu'on souhaite sur cette boîte à outils. Je vous en ai parlé une partie. J'ai réduit un peu toutes les méthodes pour qu'elles puissent être les plus pertinentes pour la problématique chirurgicale. Et puis là aussi, les sources de financement, même si les choses sont en train de se clarifier au niveau des financements institutionnels, académiques, mais même on n'a pas la lisibilité suffisante en fonction de la problématique, à quelle porte frapper pour avoir des financements. Ça, en France, c'est très compliqué. Et pour terminer, en conclusion, donc, je pense qu'un développement clinique, c'est vrai que ce n'est pas uniquement pour contraindre, embêter. Au contraire, je pense que ça permet une chose, de valoriser une technologie dans l'intérêt des patients. Mettre un essai, je pense, le plus rapidement possible, très en amont, et ne pas attendre qu'il soit diffusé. Vous aurez énormément de difficultés à mettre en place. C'est une contrainte, c'est une certitude. Élaborer un protocole, réfléchir au protocole, faire des allers-retours, c'est une contrainte, c'est sûr. Mais je pense que c'est un investissement sur l'avenir en valorisant cette nouvelle technique.
Puis je pense que là, bon, c'est une réflexion plus humaniste, qu'une technologie non validée soulève un problème éthique, parce que je pense de temps en temps on peut faire courir des risques injustifiés aux patients, comme ça de proposer des techniques un peu de manière sauvage, alors que dans le cas d'un protocole, dans le cas d'un essai, c'est bien plus sûr pour les patients. Je vous remercie. Avez-vous des questions à poser à Alain Bernard ? Je signale, pour aller dans son sens, que le temps moyen de mise en place d'un dossier pour une étude en France est de 12 mois. Le temps moyen pour démarrer une étude en Belgique est de 1 mois, sur le plan administratif, pour monter le dossier. Ah oui, mais l'Allemagne aussi est très rapide. Et l'Allemagne est également très rapide. Ouais. Alors, avez-vous des questions ? Oui, Marc Lascar. Félicitations pour ce sujet que tu connais très très bien et que tu expliques magnifiquement. Quelle serait la validité si on voulait, si du jour au lendemain on se disait, allez, on voudrait quand même savoir si le robot c'est utile en chirurgie prostatique ou pas. Quelle serait la validité on se dit, on ne peut plus faire de randomisé ici en France, c'est adopté, de transposer l'étude randomisée sur un pays qui n'aurait pas de robot et on dit, on va mettre des robots, on va faire 500 patients randomisés. Quelle serait la validité de l'étude ? Alors, l'hypothèse, c'est extrapoler. Alors, si l'essai est bien fait, pour le pays, ça répondra à la question, mais le problème, c'est d'extrapoler d'un essai d'un pays donné. Alors là, je me tourne vers les urologues, est-ce que le cancer de la prostate est le même dans ce pays qu'en France ? Et ça, c'est le problème d'extrapoler les résultats de manière stricto sensu un pays. Voilà, moi, je pense que le robot, je n'ai pas de conseil à donner, je pense que maintenant, les essais, mais par contre, faire une étude prospective avec un score de propension comparé, je pense que là, on peut répondre déjà à une question. Même si en termes de causalité, il faudra être prudent, mais quand même, là je pense qu'on peut très raisonnablement répondre à la question. Mais pour répondre à ta question, c'est le problème d'être sûr que les malades de ce pays lambda sont exactement les mêmes que les malades français ou les malades européens, parce que dans l'Europe occidentale, tous les pays sont équipés, je ne sais pas un pays, il me semble, de l'Europe de l'Ouest, enfin de l'Europe de l'Ouest et l'outre-Atlantique, qui n'est pas largement... D'ailleurs, c'est la France qui était un peu en retard par rapport aux autres pays, d'ailleurs, en plus. Non, mais pour aller... c'est vrai, il y a eu des études à un moment européennes qui ont été faites beaucoup sur la pathologie prostatique bénigne ou maligne, et notamment les pathologies prostatiques bénignes, et où on s'est aperçu qu'en Europe, et le ressenti, et les troubles mictionnels, et les complications étaient très hétérogènes, sans qu'on comprenne d'ailleurs très bien pourquoi. Et donc, le transfert est difficile. Alain Bernard a dit à un moment donné que quand on avait une technique qui s'était diffusée, on avait un problème après de valorisation par les tutelles. Il faut quand même reconnaître que les tutelles ont aussi une pierre dans leur jardin. Quand je parle, par exemple, d'autant plus que c'est un Lyonnais qui l'a inventé, les ultrasons à haute intensité, les tutelles ont mis 16 ans, alors qu'il y avait eu des études randomisées de ça, les tutelles ont mis 16 ans pour donner l'autorisation de remboursement. Donc quand on met 16 ans pour une technique, alors que le temps d'innovation est court et que le temps de la prise en charge, quelle qu'elle soit, en France, devient dramatique. En urologie, je crois, enfin Thierry Lebray me confirmera ou pas, la néphrectomie par laparoscopie, il y a dû avoir un gap de 7 ans entre le moment où ça a été diffusé et recommandé sur le plan scientifique et le moment où l'intitulé est devenu officiel. Donc quand on a des délais aussi longs, ça pose aussi une difficulté. Oui. Alors oui. Pardon, je m'excuse. Je suis Yves Halimi, je suis le représentant de la Société de chirurgie vasculaire. C'est intéressant de voir ces communications se succéder et se rendre compte des difficultés qu'il y a en France. On se rend compte qu'on ne peut pas créer de centre de chirurgie ambulatoire, on ne peut pas éviter la salle de réveil, on est obligé d'avoir des difficultés pour la cancérologie en urologie. Et là, on se rend compte que les problèmes sont importants en France pour créer une étude. C'est peut-être une des conclusions de cette journée, c'est de se rendre compte des difficultés qu'on a à faire évoluer la chirurgie. On a le problème équivalent en chirurgie vasculaire avec la radiofréquence dans la chirurgie des varices, où on se rend compte que 10 structures équivalentes à la HAS dans toute l'Europe et dans le monde ont montré le bénéfice de cette technique et qu'aujourd'hui, la HAS, à l'encontre de toutes ces structures comme la NICE en Angleterre, etc., a décidé de bloquer cette technique. Donc voilà, enfin, c'est
un des facteurs peut-être qu'il faut relever dans cette réunion, c'est les difficultés à la réalisation de nouvelles formes de chirurgie et de nouvelles techniques dans notre pays. Oui, je répondrai que justement, là, il faudrait pouvoir, via les sociétés savantes, etc., dès qu'on veut mettre en place une nouvelle technologie, je pense que c'est important de tout de suite avoir le réflexe de démontrer le bénéfice par des essais bien faits pour le patient. Voilà. Et pas, de temps en temps, ce qui se fait, c'est qu'on diffuse la technique, comme ça, de manière, je dirais, excusez-moi du terme, peut-être un peu provocateur, de manière sauvage. Et au bout du compte, effectivement, quand vous allez vous retrouver face, peut-être que les autorités, c'est vrai qu'on peut leur reprocher plein de choses, c'est vrai, et quand les preuves seront faibles, elles vont mettre beaucoup de temps et beaucoup de difficultés à accepter au remboursement par la collectivité ces techniques. Donc je pense que il faut changer un petit peu le logiciel, mais c'est vrai que c'est avec toutes les difficultés dont je vous ai parlé, parce que c'est vrai, faire un essai, c'est très compliqué, c'est pas simple, et il faut être accompagné, et puis aussi, mais quand même, il faut que les professionnels de santé, c'est pas d'empêcher de développer une technique. Au contraire, je pense que plus une société, plus des universités, enfin des chirurgiens mettront en place des nouvelles technologies, au contraire, c'est un signe de dynamisme. Mais il faut avoir le réflexe, à côté, je dirais, automatique, de pouvoir mettre en place un essai qui répondra à la question est-ce que cette nouvelle technologie fait mieux? Par exemple, vous prenez l'exemple des varices. La question qui est posée, les nouvelles technologies, est-ce que ça fait mieux que la bonne vieille méthode chirurgicale qu'est l'événage, qui existe? Voilà. Est-ce que cette question, vous avez des preuves, des essais suffisamment de bon niveau, comme peu biaisés ou moins biaisés possible, pour apporter cette démonstration? C'est la question. Voilà, là. Les mêmes essais, la HAS a dit non. C'est ça qui est un peu surprenant, quoi. C'est qu'avec les mêmes travaux soumis aux différentes structures européennes, le cas particulier, le cas est un problème. Non, excuse-moi. Oui, brièvement, vas-y. Je ne parle pas là pour la spécialité, c'est simplement qu'il est étonnant de voir, notre collègue Halimi dit qu'il a un problème dans sa société, avec sa société savante sur ce sujet. Je ne peux que confirmer. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 5 ans, 2008, la Haute Autorité de Santé, je m'étais retrouvé rapporteur du dossier, a rendu un avis favorable sur cette technique qui a été transmise à la CNAM. Il y a quelques mois, la CHAP, ce qui détermine le tarif de remboursement, avait rendu un avis favorable. Et puis, tout récemment, la même Haute Autorité de Santé, que je respecte profondément, a rendu un avis défavorable. On peut dire qu'il y a eu un pied, donc. Oui. Non, je vais demander, je pense, avant de donner la parole à François Guérard pour la dernière question, je pense que ça serait intéressant à propos des études randomisées, les gens connaissent. Les études observationnelles et la bonne qualité méthodologique d'études observationnelles, je pense que ça vaudrait la peine de prévoir une communication à l'Académie de chirurgie, parce que, indépendamment du robot, ça nous intéresse. Non, mais le robot, c'était... Non, mais je pense que c'est important de développer ça. Non, mais je suis d'accord, mais les études observationnelles, c'est vrai que ça peut répondre à des questions, c'est intéressant, mais je vous répète, vous n'aurez pas le même niveau de réponse, parce que même si, on peut, en 2 mots, si vous me permettez, une étude observationnelle, vous pouvez effectivement être très rigoureux sur l'inclusion des patients, recueillir le plus possible des facteurs de confusion, mais vous n'êtes jamais sûr que vous n'oublierez pas un facteur de confusion qui, lui, par contre, c'est lui, finalement, qui dira, voilà, que votre traitement A est supérieur au traitement B. Et en termes de conclusion, vous n'aurez pas le même niveau d'évidence, même si vous faites un bourse contre propension, qu'un essai randomisé. Voilà. Donc, c'est vrai que quand la technique est diffusée, que vous avez tout intérêt, mais je répète, le message qu'essaie de faire passer, si vous avez une nouvelle technologie émergente, pensez, faites-vous aider à faire rapidement un essai randomisé. Dernière question brève, réponse brève. C'est un commentaire sur justement une étude randomisée que j'ai initiée sur le traitement des fistules digestives par la somatuline, qui n'a pas eu son agrément en France seulement, dans tous les pays européens. Tous les autres pays européens ont eu l'agrément et pas la France. Bien, je pense qu'on peut applaudir Alain Bernard et le remercier. Et je vais